Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, waarde vrienden van de VUB, chers amis. Comme vous le voyez, je suis ce soir entouré sur l'estrade de sympathiques volatiles, dont le tropisme, nous le savons, est de mettre leur tête dans le sable, de là, bien entendu, l'exhortation à sortir la tête du sable. Je dois vous dire, un peu penaudement, que cet été, j'ai fait exactement le contraire. C'est-à-dire que j'ai mis ma tête, non pas dans le sable, mais sur le sable d'une belle plage. Et je me suis plongé dans un ouvrage fascinant sur l'histoire des universités. Et j'ai, en parallèle, laissé résonner en moi l'écho de plus d'une dizaine, que dis-je, de plusieurs dizaines d'entretiens que le recteur et moi-même avons menés dans les derniers mois avec des parties prenantes extérieures de l'université. Le monde politique, le monde économique, le monde social, le monde culturel. Ceci dans la phase de préparation de notre plan stratégique. Et c'est aujourd'hui avec une conviction forte que je souhaite vous exprimer de façon très simple que je pense que l'université complète, notre université, peut et doit être un moteur de progrès, d'innovation sociétale, innovation économique, innovation sociale, innovation environnementale, innovation culturelle. Donc, dans ce cadre, j'aurai 5 réflexions à vous partager brièvement. Premièrement, je remémorerai rapidement les fondamentaux de ce qu'est une université complète. Et je constaterai que l'université complète est aujourd'hui soumise de plein fouet aux mutations systémiques de la société qui nous entoure. Deuxièmement, et néanmoins, j'aimerais partager avec vous ma conviction que l'université, même si elle subit les mutations du monde, est aussi source de réponses, source de solutions qui permettent à la société, à la cité, d'adresser des défis systémiques. Troisièmement, je vous exprimerai que l'université, notre université, l'Université libre de Bruxelles, peut et doit faire plus pour devenir un vrai moteur de progrès sociétal. Quatrièmement, je me rendrai compte que ce n'est pas aisé, mais que nous avons beaucoup à gagner. Et finalement, je passerai un court instant à évoquer la nécessité d'une gouvernance équilibrée et éclairée pour accompagner cette responsabilité importante de l'université. Je viens de swiper. Remémorons-nous un instant quelque chose de finalement très simple. C'est les fondamentaux qui ont fait que l'université complète a émergé comme modèle d'université, comme modèle d'enseignement supérieur gagnant. Et là, je me replace, sans être spécialiste, dans la grande tradition de Wilhelm von Humboldt. L'idée de base est finalement extrêmement simple. C'est que la somme est plus que l'addition des parties individuelles. C'est bien entendu une recherche dont l'excellence irrigue l'enseignement et un enseignement qui permet de générer ou d'aiguiller vers la recherche des talents, des idées, des vies. C'est bien entendu la capacité à combiner les savoirs par l'interdisciplinarité. C'est la capacité à massifier l'enseignement en s'appuyant sur une plateforme ayant à la fois la qualité et la taille. C'est la taille critique de la recherche qui permet de garantir l'indépendance de cette recherche. C'est la capacité à capter les grands investissements publics et privés en recherche. Et puis, propre de l'université complète, propre de notre université aussi, c'est le sens. C'est d'anoblir et d'enrichir son action par une perspective cohérente, existentielle. Alors, ce modèle, il est puissant, il est aussi vulnérable, puisque si la somme vaut plus que l'addition des parties individuelles, c'est une mécanique qui pourrait être aisément déréglée. Il suffirait de quelques grains de sable pour que toutes les synergies, tous les liens, toutes les complémentarités qui sont tissées puissent se défaire. Alors soyons lucides. Aujourd'hui, face aux mutations du monde, nous savons que l'université complète est un modèle cher dans un contexte
où le modèle général de croissance fait que nos finances publiques seront durablement sous pression. Nous savons que l'université complète est un modèle complexe, parfois un modèle où la vitesse d'ajustement est inférieure à la simultanéité et la rapidité des ajustements technologiques, les nouveaux modèles pédagogiques, la remise en question de la façon de fonctionner et des débouchés. Nous savons que l'université complète, par le flanc large qu'elle offre au monde extérieur, peut être vulnérable à la concurrence dans un environnement de concurrence exacerbée mondiale, concurrence des savoirs, concurrence académique, concurrence du secteur privé, concurrence d'États qui projettent leur soft power au travers des savoirs. Modèle vulnérable à l'aune des obscurantismes qui refont surface où la légitimité de l'université comme lieu de raison et de vérité peuvent être remises en question. Alors oui, l'université doit s'adapter. C'était d'ailleurs mon propos de l'année dernière. Néanmoins, aujourd'hui, je voudrais mettre en lumière une autre caractéristique de l'université complète. Et c'est que... Swipe. Même sans swipe, ça va marcher. C'est que l'université complète a en elle des réponses pour ce monde qui change. Je cite, je vais aux sources, je cite Willem van Humboldt lui-même. Die Selbstbildung kann nur an der Weltgestaltung fortgehen, ce qui, librement traduit, veut dire l'éducation personnelle ne peut aller nulle part que dans le cadre plus large de la réalisation du monde. Et en effet, l'université n'est-elle pas un acteur unique qui jouit d'un métabolisme scientifique sans pareil, qui est capable de combiner, recombiner les savoirs, qui est capable d'éveiller, d'attirer et de mobiliser une foule de talents comme nul autre, capable de s'inscrire dans le sillage de grandes priorités sociétales tout en ayant une indépendance, une crédibilité et un maillage naturel avec l'ensemble des constituantes de la société. Ce rôle est unique. Ce rôle permet, s'il est bien joué à l'université, de remplir ce qu'on appelle, de façon un peu trop simpliste, je pense, la troisième mission de l'université. Je dois vous dire que je n'aime pas ce terme, parce que troisième mission, ça fait un peu « ah ben tiens, il reste une troisième mission ». De manière impressionnante, quand l'université est capable d'agir, de mobiliser ses talents, ses savoirs, ses idées, ce qu'elle fait souvent de façon ouverte avec d'autres acteurs qu'elle fédère autour d'elle, c'est le concept des écosystèmes, l'impact est impressionnant. Je m'arrête d'être théorique et je vais rapidement vous parler de ce que, personnellement, je pense être trois des secrets les mieux gardés de l'Université libre de Bruxelles. Je devrais vous tuer après, mais je vais quand même vous révéler ces secrets, qui sont, je pense, l'exemple de ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui dans cette troisième mission, en capitalisant sur les forces de notre modèle. C'est le bioparc à Gosselies, depuis 18 ans. Recherche dans les sciences de la vie, plus de 30 entreprises, spin-off, successful, plus de 800 personnes suivant de la formation continue dans les métiers des sciences de la vie, 20 000 heures de formation dispensée, 50 modules, taux d'insertion, 90%. Taux d'insertion des gens qui suivent ces formations, 90%, bien entendu en collaboration avec le forum. Présence d'incubateurs, présence d'infrastructures facilitaires et logistiques. Deuxième exemple, le pôle santé. 900 personnes suivant des formations autour du campus Erasme et de notre dispositif de soins de santé. Un taux d'insertion de 80%. Une énorme innovation et vitalité dont, par exemple, le programme interuniversitaire I3H. Troisième exemple, domaine tout à fait différent, soutien scolaire. Soutien scolaire, le plus grand dispositif de soutien scolaire gratuit de Belgique est le réseau Scola, qui appartient à l'ULB. 1500 élèves du primaire et du secondaire chaque année
en difficulté sont accompagnés par des étudiants tuteurs. 300 étudiants tuteurs par an. 30 000 jeunes du primaire et du secondaire dans les dernières années ont ainsi été accompagnés. 3 000 étudiants se sont engagés comme tuteurs. 2 écoles sur 3 dans la région bruxelloise sont couvertes par ce réseau. D'autres exemples existent à Solvay, en Polytechnique, l'Institut européen, en droit, et j'en passe. Nous ne nous arrêtons pas là. Nous avons encore des ambitions fortes avec nos amis appréciés de la VUB, le grand projet des casernes, ensemble immobilier extraordinaire à la périphérie de nos campus, ensemble destiné à la recherche, à l'enseignement, à la dissémination du développement durable, à des expériences innovatrices comme la création d'une ferme urbaine ouverte aux habitants des quartiers, un logement de qualité permettant aux chercheurs internationaux de loger et de séjourner chez nous, logement étudiant bien entendu, un lieu ouvert sur la cité. Le projet tout aussi ambitieux d'un Learning and Innovation Center, 21e siècle, au niveau des méthodes d'apprentissage, en collaboration avec des grands acteurs de la technologie, des télécommunications, sur le campus de la Plaine, entre l'ULB et la VUB. Ce sont des choses impressionnantes, j'en suis fier. Néanmoins, je pose la question, est-ce suffisant? Je constate de façon étonnante qu'il s'agit effectivement d'initiatives dont on parle trop peu en interne, qui sont parfois trop peu soutenues en interne, qui sont mal connues en externe et donc mal soutenues en externe. Mais surtout, je constate, et je pense que c'est de bon sens, que même avec l'impact impressionnant que cela représente, cela ne représente que des gouttes d'eau sur une plaque brûlante. Si nous voulons vraiment réaliser notre mission, notre 3e mission, être un moteur de progrès sociétal, nous devons être capables non seulement d'être des acteurs participants de ces écosystèmes ou de ces ensembles, nous devons avoir la volonté d'être nous-mêmes des concepteurs, des architectes, des ingénieurs, des coordinateurs pour fédérer autour de nous d'autres acteurs publics, d'autres acteurs privés, avec des profils complémentaires aux nôtres, et qui, ensemble, peuvent répondre de façon systématique aux grands défis de la cité, de la société autour de nous. Les exemples de besoins abondent. Bien entendu, à Bruxelles, ville s'appuyant de façon importante sur les soins de santé. Bruxelles, lieu où les technologies de l'information sont développées. Bruxelles, où la mobilité pose tellement de problèmes. Bruxelles, où l'intégration sociale est un défi majeur et où nous avons des compétences de pointe. Bruxelles, où la diversité, et nous en parlerons tout à l'heure, est un problème, et où, au sein de l'université, nous avons les compétences extraordinaires. La capacité à innover au niveau pédagogique, de pouvoir permettre à nos étudiants de devenir des citoyens à part entière d'une société complexe, des citoyens formés, des citoyens critiques, des citoyens étant conscients de leurs droits, de leurs devoirs et de la capacité à s'épanouir. La possibilité que nous avons, au travers de notre expertise, de façon concrète, à la mettre au service des pouvoirs publics à tous les niveaux, ce que nous faisons de façon insuffisante. Vous l'entendez dans ma voix, j'ai une conviction et même un enthousiasme par rapport à cette possibilité, cette nécessité, je pense. Néanmoins, nous pourrions nous poser la question, est-ce vraiment la priorité principale? Avons-nous quelque chose à gagner? Je ne vous surprendrai pas en vous disant que, bien sûr, nous avons quelque chose à gagner. Nous avons à gagner d'abord en termes de responsabilité. Si nous pouvons, nous devons. Nous en avons à gagner parce que nous pouvons, au travers de cela, être des acteurs respectés. Nous pouvons gagner parce qu'au travers de ça, nous pouvons donner, apporter de la fierté. Nous pouvons gagner parce que nous pouvons créer des débouchés nouveaux pour nos étudiants. Nous avons beaucoup à gagner. Alors, je serais évidemment naïf, ou peut-être incomplet, si je ne vous parlais pas des difficultés. Ce n'est évidemment pas aisé.
Je vais vous parler d'obstacles, choses qui, je pense, sont sur notre chemin pour pouvoir réellement accomplir cette possibilité que nous avons d'être un moteur de progrès sociétal. Je vais d'abord parler d'un obstacle externe. Il ne vous surprendra pas. C'est que la clé de voûte de l'université complète, c'est la capacité à continuer de façon libre et indépendante à réaliser une recherche de qualité. Cela nécessite un soutien public. Nous savons que ce soutien peut être remis en question. Néanmoins, l'université ne pourra jamais survivre, la force de l'université complète ne pourra jamais se déployer si nous nous trouvons dans une situation où cette recherche ne peut plus être soutenue. Je ne voudrais néanmoins pas être accusé, comme on le dit en Flandre, d'être un caliméro, c'est-à-dire de se dire on aimerait bien, mais c'est compliqué, il faudrait qu'on nous donne beaucoup d'argent et puis on y arrivera. Donc je voudrais aussi être lucide et évoquer quelques obstacles internes en nous regardant dans le miroir. Alors en faisant ça, j'espère que je ne terminerai pas la soirée avec enduit de goudron et de plumes. Et donc en regardant dans le miroir, je pense qu'il nous arrive d'être tourné vers l'université du Soll-Bosch et de considérer que les grandes marées viendront se briser sur les magnifiques brise-lames que sont l'avenue Heger et l'avenue Roosevelt. Je pense qu'il nous arrive d'observer la réalité, mais de temps en temps de se dire que si on cassait le thermomètre, ce serait peut-être plus facile. Je pense qu'il nous arrive d'avoir des craintes étranges, d'être au contact du monde extérieur, d'être au contact du monde privé, en ayant la crainte que nous soyons submergés, pervertis, que l'un ou l'autre virus mystérieux viendrait nous envahir et nous tuerait. À l'inverse, read my lips, il ne faudrait pas que nous soyons ou que nous ayons l'illusion que nous devions absolument poursuivre une politique utilitariste où le seul critère de notre impact serait d'adopter la posture d'un fournisseur par rapport à des clients. Ce serait une erreur. De la même manière, il serait une erreur d'être prisonnier d'un schéma d'action qui serait dirigiste, où l'on pourrait penser qu'une université peut se diriger comme une entreprise. Il serait bien entendu une erreur de considérer que l'impact sociétal se réduit à l'économie, au moment où dans le monde, le développement se décline à l'aune des Sustainable Development Goals. C'est ça la force d'une université complète, c'est de pouvoir conjuguer ce qui peut apparaître comme des tensions, mais qui en réalité peuvent se réunir dans une force et dans un impact puissant. En regardant dans le miroir, je vois aussi une part de lumière. Nous sommes, et je tiens à l'accentuer, nous sommes les héritiers des Lumières. Le progrès est ce qui nous anime, non pas l'inertie. L'action est ce qui doit être notre guide. Nous sommes des gens qui, dans notre code génétique, sont engagés. Et l'engagement est ce qui permet de partager avec le monde extérieur nos forces. Et puis, je le pense profondément, en tant qu'être humain, en tant que membre de l'université, que c'est la fierté qui doit nous animer, que nous devons être fiers de ce que nous faisons, nous devons être fiers de ce que nous avons dans nos têtes, fiers de ce que nous savons et fiers de ce que nous construirons. Je voudrais aussi parler quelques instants du fait que se mettre au service de la société implique aussi que nous soyons capables de mettre en pratique une gouvernance éclairée. Ce qui est évidemment un sujet qui m'intéresse et qui m'implique au plus haut point. Et ce que je voudrais partager avec vous, c'est une image. Elle ne vient pas de moi, elle a été utilisée en 1964 à Harvard, mon autre alma mater, en parlant de l'université, non pas comme université, mais comme multiversité. Et je pense que notre gouvernance est une multi-gouvernance. C'est une gouvernance mosaïque
C'est une gouvernance qui n'est pas dénuée de tensions, d'incompatibilités parfois, mais qui est unique. En effet, nous demandons à nos administrateurs d'être des sages, auxquels l'Assemblée plénière confie un mandat. Et nous demandons à ces administrateurs de pouvoir délibérer de façon raisonnable, éclairés par la raison et par les faits. Mais nous demandons aussi à nos administrateurs d'être des élus, démocratiquement élus, représentant ceux qui les ont élus, qui doivent parfois pouvoir adopter la posture parlementaire. Et en plus, nous demandons à nos administrateurs de pouvoir aussi participer à certaines décisions, d'être dans différents organes, non seulement observateurs, non seulement juges, mais aussi partie prenante. Et finalement, nous demandons à nos administrateurs de représenter leur corps. C'est beaucoup de choses que nous demandons à nos administrateurs. Cette combinaison de multigouvernance peut être un cauchemar. Elle peut être un extraordinaire réceptacle, un extraordinaire creuset de la richesse de notre université et de la force d'une université complète. Et je tiens donc, dans ce cadre-là, et je m'adresse à mes collègues administrateurs, je tiens à les remercier pour le privilège de pouvoir travailler avec eux au sein du conseil d'administration et de pouvoir ensemble donner une traduction extraordinairement motivante à cette gouvernance qui n'est pas simple, mais qui nous permet d'avancer. Mesdames, Messieurs, ce que j'ai voulu faire ce soir, c'est tout d'abord revenir aux fondamentaux de l'université complète, de reconnaître que c'est un modèle gagnant, que nous en sommes les héritiers, qu'il est soumis aujourd'hui au grand vent des changements de la société autour de nous. Néanmoins, que tout en étant vulnérable, c'est aussi le lieu où des solutions peuvent être mises à profit et peuvent être déployées au service de la société comme moteur de progrès économique, social, environnemental et culturel. Je voudrais vous demander, pendant quelques instants, en guise de méditation visuelle, de porter votre regard sur l'objet qui est à ma droite sur la scène, qui provient, comme l'année passée d'ailleurs, des collections de l'université. C'est un objet qui date de 1956, artiste belge, Thierry Bontrieder. Il est sans titre. Alors ce soir, pour quelques minutes, je me propose de le baptiser, simplement en évoquant 3 substantifs, en regardant cet objet. C'est complémentarité, cohérence, vibration. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre attention. J'ai dit.